Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Gilles Ferréol. Les 28 et 29 octobre 2013, s'est tenu à Béjaïa, dans les locaux de l'université Abderrahmane Mira, un colloque international ayant trait à la ville méditerranéenne telle qu'elle peut être appréhendée non seulement à travers ses différentes facettes mais aussi en comparaison avec d'autres contextes. Une trentaine de communications ont été présentées à cette occasion, et ont donné lieu à des échanges très fructueux. 16 d'entre elles ont été retenues pour la publication des actes et sont ici regroupées en 4 grandes parties. La première se propose d'apporter des éléments de cadrage et de problématisation. Hervé Marchal et Jean-Marc Stébé, tout d'abord, procèdent à une relecture stimulante des écrits d'Henri Lefebvre consacrés à l'analyse des évolutions et des spécificités de la société urbaine, confrontée désormais à des centralités périphériques et à des mobilités résidentielles de plus en plus importantes. Saïd Belguidoum enrichit la discussion en s'interrogeant sur le processus d'urbanisation dans l'Algérie postcoloniale. L'accent est mis sur des phénomènes de fragmentation, de juxtaposition et de recomposition issus de la rencontre, souvent conflictuelle, entre les politiques publiques et les pratiques des citadins. Faire la ville, nous rappelle de son côté Mohamed Salah Zerouala, est fondamentalement un acte citoyen qui questionne nos identités et nos représentations, nos héritages et nos systèmes de valeurs, notre patrimoine et notre socialité. Avec l'essor des nouvelles technologies de l'information et de la communication, fait valoir pour sa part Ahmed Damani, la question de l'urbanité ou de la fracture numérique ne peut être occultée tant elle conditionne notre quotidien, des caméras de vidéosurveillance aux téléactivités. Après cette mise en perspective, place alors aux dynamiques territoriales et migratoires. C'est ainsi que Jean-Luc Roch attire notre attention sur la situation des petites villes hybrides, perçues très fréquemment de manière ambivalente, voire contradictoire, soumises à de fortes pressions et oscillant entre le renforcement des attaches ancestrales et l'attrait de la modernité. On retrouve ce même contraste à propos des banlieues, tantôt synonymes de repoussoir ou de désolation, tantôt associés aux idéaux de solidarité et de convivialité, les enfants des UP, comme le fait observer Gilles Ferréol, éprouvant vis-à-vis de leur environnement le plus immédiat ce que la sociologie de la culture décrit comme une adhésion à éclipse. Les entretiens réalisés par Jean-Yves Cauzé auprès des habitants d'un quartier populaire de Mulhouse le confirment. Si cette enquête montre bien les menaces de ghettoisation ou des auto-enfermements, elle pointe également du doigt tout ce qui relève de la reliance, des relations de voisinage et plus généralement, du lien social. L'accueil des populations migrantes dans les grandes agglomérations européennes, poursuit Bruno Lafort, prend de même des formes très variées et dépend des arbitrages entre stratégies de distanciation et logique de proximité. Un troisième ensemble de textes fait référence aux services de santé, aux préoccupations écologiques et aux modes de vie. Guy Burgel, après avoir mis en exergue les principes d'égalité, d'équité et d'efficacité en matière de desserte, de soins ou de contraintes financières, met en lumière de fortes tensions entre la volonté de maintenir l'offre existante, la nécessité de regrouper les équipements et la tentation d'une privatisation régulée des infrastructures. Le cas algérois, évoqué par Madani Safar Zitoun, est sous cet angle très instructif, le corps médical, par la mobilisation des ressources dont il dispose, ayant la main sur les itinéraires et les parcours suivis, qu'il s'agisse d'accessibilité, de qualité des prestations ou de compétences thérapeutiques. La gestion des conflits d'usage autour de la rivière Quebrada Seca à Belén, dans la grande aire métropolitaine de San José au Costa Rica, illustre à sa façon, ainsi que le souligne Chloé Villette, le rapport aux risques et aux nuisances, à la pollution ambiante et aux inondations. L'appartenance au site, conclut Abdel Halim Beretima, ne peut être perdue de vue, et les cités oasis de la vallée du Mzab, zone aride et désertique, n'échappent pas à ce constat, les racines religieuses étant toujours aussi prégnantes. Les 4 dernières contributions privilégient l'approche monographique. Gilles Montigny mentionne à cet égard le travail de Jacques de Crozal, membre du cercle Ludovic Draperon, publié en 1881 et portant sur Bizerte, ses origines et ses caractéristiques, ses atouts et ses potentialités. Jamil Aïssani, quant à lui, nous plonge dans l'histoire de Béjaïa et plaide pour un partenariat euro-méditerranéen susceptible de renforcer entraide et coopération,
savoir-faire et intégration. Avec Fatima Oussedik, c'est la pentapole du Mzab et la communauté ibadite qui sont à l'honneur, les Ksours de nos jours perdant de leur autonomie et n'étant plus aussi fermés au monde extérieur. L'Arbi Ishbouden, enfin, nous fait revivre les grandes heures de la Casbah d'Alger, dont les programmes de sauvegarde et de réhabilitation requièrent une participation active de la société civile. Tous ces éclairages apportent leur pierre à l'édifice et peuvent permettre, nous l'espérons, de mieux saisir des deux côtés de la Méditerranée les processus de ségrégation ou d'innovation, de gentrification ou d'effervescence créatrice à l'œuvre au sein de tissus urbains à la fois hétérogènes et métissés. Chapitre 1 – Les intuitions d'Henri Lefebvre sur la ville toujours d'actualité ? Une relecture des concepts de centralité et de l'urbain. Hervé Marchal. Jean-Marc Ste accent aigu BE accent aigu. Aussi étonnant que cela puisse paraître, Henri Lefebvre découvre toute l'importance de l'urbain à partir de ses observations du monde rural réalisées au cours des années 1940 à 1950 dans une vallée du massif des Pyrénées. De ce travail de terrain qui le conduit vers la sociologie rurale, il fera le matériau principal de sa thèse de doctorat d'État qu'il soutient en juin 1954 et qui sera publiée sous le titre « La vallée de Campan ». Études de sociologie rurale, Lefebvre, 1990. Poursuivant ses recherches, non seulement sur les communautés paysannes, mais aussi sur les politiques agraires et la production agricole, il prendra rapidement conscience que la ruralité en tant que réalité sui generis et en tant qu'objet de recherche spécifique se dérobe, Lefebvre 2001. Parallèlement, Lefebvre repère les transformations profondes qui affectent la vie quotidienne. Il constate que le monde traditionnel disparaît, et que les anciens rapports ville-campagne se redéfinissent progressivement dans un nouveau cadre, celui de la société moderne. Cette nouvelle société, qui s'établit à travers l'émergence de l'univers urbain, métamorphose en fait la vie quotidienne. Celle-ci devient désormais le support privilégié du déploiement de la marchandise, de la consommation, de l'économie de marché et du monde étatique, Lefebvre, 1961. La véritable prise de conscience du socio-philosophe, que quelque chose est en train de se modifier en profondeur au niveau des relations ville-campagne et que les derniers fragments de l'agraire disparaissent, s'opère lorsqu'il voit à la fin des années 1950 s'implanter au milieu de la campagne béarnaise, à Mourinx plus exactement, une ville nouvelle destinée à accueillir le personnel du nouveau complexe industriel de Lac situé dans le sud-ouest de la France au pied des Pyrénées. À quelques pas de l'entreprise la plus moderne de France, entre les Derrick et les Fumées, naît ce qui doit devenir une ville. C'est le passage du rural à l'urbain qui s'esquisse, qui se prépare devant les yeux comme à la réflexion, qui impose une autre problématique. Les problèmes se superposent et s'exaspèrent. Destin d'une terre marquée par l'histoire, des traditions paysannes, des paysans eux-mêmes. L'industrialisation s'empare de contrées jusqu'alors délaissées. L'urbanisation dont l'importance grandit sans cesse, transforme ce qui existait auparavant, Lefebvre 2001 page 13. C'est ainsi que cette ville complètement nouvelle, planifiée par la puissance étatique, érigée en pleine campagne à quelques encablures d'un grand complexe industriel dans une région oubliée, représente selon l'auteur, Lefebvre 1960, un exemple paradigmatique particulièrement intéressant à étudier pour comprendre le choc sur le monde rural produit par cette implantation et pour saisir le phénomène urbain. Dès lors, pour le socio-philosophe, il est évident que s'amorce un changement radical et de grande envergure, dans la mesure où il ne s'agit pas seulement d'une expansion des villes historiques en tant que telles, mais aussi et surtout d'un déplacement de la ville à la campagne. Se dessinent alors les contours de la société urbaine de demain, que Lefebvre appelle l'urbain, caractérisé par une diffusion totale et généralisée de nouvelles manières d'agir, de penser et de sentir. Lorsque l'urbain se traduit par un éclatement de la ville historique, Lefebvre insiste sur le fait que celle-ci perd de sa cohérence pour s'articuler désormais autour d'un côté, un centre regroupant les richesses, le capital économique et la culture légitime, et de l'autre, une périphérie accueillant les exclus de la société urbaine. C'est dire si le dualisme centre-périphérie organise les rapports sociaux au sens large dans cette nouvelle société émergente. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre son insistance, Lefebvre 1968, à penser et à imposer un nouveau droit essentiel. Un droit à la ville,
fondée sur l'accessibilité de tous aux services, aux activités, aux aménités qu'offre le centre de la ville traditionnelle, sur la possibilité pour chacun de participer à la vie de la cité et sur la liberté partagée de produire l'espace urbain. Le centre de la ville historique incarne donc, pour Lefebvre, la centralité, notion essentielle pour appréhender les dynamiques sous-jacentes et plus particulièrement la façon dont la société urbaine s'organise autour de l'opposition entre un centre riche et une périphérie pauvre. Or, les évolutions structurelles que connaît la ville depuis un demi-siècle invitent plus que jamais à interroger cette équation lefebvrienne selon laquelle la centralité correspond aux avantages qu'offre le centre-ville. En effet, l'avancée du front urbain en direction des campagnes a conduit à la formation de vastes territoires périurbains toujours plus éloignés de ces centres-villes, territoires qui, à bien y regarder, ne sont pas dépourvus dans bien des cas d'éléments caractéristiques de la centralité. Ces derniers forment autant de centralités concrètes, spatialement délimitées, multipliant du même coup les lieux de la centralité historique, telle que l'appréhendait Lefebvre lorsqu'il parlait de cette centralité entendue dans un sens générique et incarnée par la ville ancienne classique. Dès lors, l'opposition centre-périphérie apparaît moins pertinente dans sa portée descriptive et explicative de la vie urbaine en raison même de l'émergence de l'urbain qui, en plus de brouiller les lignes de démarcation entre la ville et la campagne, redessine la carte de la centralité. Tel est du moins le point de vue que nous défendrons dans cette contribution, en nous appuyant sur des données empiriques recueillies auprès de ménages résidant au sein de la périphérie de l'agglomération de Nancy, laquelle compte aujourd'hui 106 000 habitants et son aire urbaine un peu plus de 430 000. Pour comprendre l'organisation de la vie quotidienne des périurbains et mettre à l'épreuve la notion lefebvrienne de centralité, nous avons cherché à saisir la présence effective ou non de la ville-centre qu'est Nancy dans la vie quotidienne de ceux qui habitent au sein de zones périurbaines proches et éloignées, c'est-à-dire se situant entre 12 et 35 km de cette métropole de l'Est de la France. Plus précisément, nous vérifierons l'hypothèse selon laquelle les centralités concrètes sont déterminantes dans les modes de vie et les choix résidentiels des individus. Pour ce qui est de la méthode, nous avons conjugué le quantitatif et le qualitatif. Tout d'abord, sur le plan quantitatif, nous avons réalisé des recherches statistiques sur plusieurs territoires périphériques de Nancy à partir des données de l'INSEE et d'une enquête par questionnaire. Avec le soutien d'acteurs politiques et associatifs locaux, un questionnaire fermé a été envoyé à 7000 ménages répartis sur 90 communes du périurbain proche et éloigné de Nancy. Puis, sur le plan qualitatif, nous nous sommes rendus au domicile de plus d'une trentaine de familles pour y mener des entretiens semi-directifs, 15, et y recueillir des récits de vie, 15, afin de comprendre leur manière de vivre, leur représentation de la ville-centre et leur rapport concret, quotidien et symbolique à celle-ci. Après une présentation des ressorts de la société urbaine, nous montrerons comment ce dernier concept développé par Lefebvre est précieux aujourd'hui, pour rendre compte des caractéristiques et des évolutions du monde urbain contemporain. Nous mettrons ensuite en évidence combien l'éclatement de la ville traditionnelle et l'expansion des périphéries urbaines sont allés de pair avec une multiplication des centralités. Nous reviendrons alors sur l'importance que jouent les centralités concrètes dans la vie des habitants des agglomérations urbaines, ce qui conduit sur le plan théorique à redéfinir la centralité au sens lefebvrien du terme, quand ce n'est pas à la remettre en cause purement et simplement au regard de l'évolution de certaines métropoles, à l'instar de Nancy. 1. La portée heuristique du concept de l'urbain. L'une des idées majeures qui traverse l'ensemble des ouvrages de Lefebvre consacrés à la ville est celle de l'urbanisation totale de la planète, Lefebvre 1968, 1970, 2000 et 2001. Il montre presque en même temps que Jean Gottman 1961, faisant le constat de l'émergence d'inédites configurations urbaines mégalopoles, et que Melvin Weber 1968 et 1996, annonçant l'extension du domaine urbain, que la ville classique, la ville historique, a laissé place à la société urbaine. Même si dans les années 1960, au moment où écrit Lefebvre, cette nouvelle société qui naît de l'industrialisation et qui lui succède est encore en gestation, il n'en reste pas moins qu'elle se développe inéluctablement. Une véritable révolution urbaine se prépare et avec elle, toute une série de transformations traversant la société.
l'on passe de la période où les questions de croissance et d'industrialisation, modèle, planification, programmation, prédominent à la période où l'urbain s'imposera définitivement, temporalité au cours de laquelle les questions concernant les villes, gestion, aménagement, gouvernance, passeront au premier plan. Lefebvre conçoit d'abord l'urbain à partir de la réalité présente de la ville, plus particulièrement à partir de la crise que connaît celle-ci, crise engendrée par l'extension massive de l'industrialisation. La ville traditionnelle éclate lorsque se développent de nouvelles réalités, à l'image de celle incarnée par la ville nouvelle ex nihilo de Lac-Mourinx, Lefebvre 1960. En conséquence, il devient de plus en plus difficile de distinguer la ville de la campagne. L'industrie s'infiltre dans les interstices libres de la ville antérieure, s'implante un peu partout sur le territoire et redessine le paysage. C'est ainsi que du double mouvement d'implosion, renforcement de la centralité et d'explosion, diffusion illimitée des banlieues, émerge et émergera quelque chose de plus et de différent, l'urbain. 2. L'urbain, du virtuel au réel. Il est incontestable que nous vivons, depuis les années 1950 à 1960, une grande transformation qui voit l'urbain s'imposer partout aux quatre coins de la planète. C'est dire s'il s'agit d'un phénomène qui a des conséquences sur la totalité de la société et de ses institutions. Dans ce sens, la perspective lefebvrienne envisageant dans une large mesure le fait urbain comme un phénomène social total et à n'en pas douter largement confirmé. Prenant acte de cette logique d'urbanisation structurelle et planétaire, Françoise Choët, 1994, François Hacher, 1995, Thierry Pacaud, 2006, Michel Lusso, 2007 et 2009, et Michel Bassan, 2007, entre autres, voient moins un continuum entre le rural et l'urbain qu'un processus d'encastrement du rural dans l'urbain. Ce dernier est devenu si hégémonique à l'échelle de la planète qu'il emporte tout sur son passage. Le rural mais aussi la ville historique circonscrite à partir de limites visibles et solides. Il en est donc fini non seulement de la campagne en tant que telle, mais aussi de la ville classique dans laquelle on pouvait entrer, et qui se trouve désormais intégrée dans des espaces discontinus, hétérogènes et multipolarisés. Ces derniers peuvent prendre la forme, ici de métropoles renvoyant à des systèmes urbains majeurs d'échelle locale articulés autour de plusieurs pôles plus ou moins proches, là de mégalopoles intégrés dans des échelles urbaines plus étendues, ailleurs de mégacités à ce point étendues qu'elles cessent d'être des unités urbaines stricto sensu pour s'apparenter à ce que l'on appelle parfois des monstruopoles, Rochefort, 2001. Ces formes sont d'autant plus d'actualité que la part de la population mondiale demeurant dans des agglomérations urbaines a dépassé, à la fin de la décennie 2000, celle de la population résidant dans les zones rurales. Ainsi, plus de 3,8 milliards d'êtres humains, soit 52% de la population mondiale, habitent désormais un espace urbain. Cette progression va se poursuivre pour atteindre en 2030, selon les projections de l'ONU, un taux d'urbanisation de 60% et certainement de 70% en 2050, ce qui représentera environ 5 milliards d'urbains en 2030 et un peu plus de 6 en 2050, Lévy 2009. Au-delà de ces chiffres qui montrent l'intensité et l'étendue du processus d'urbanisation, il est nécessaire de s'interroger sur ce que recouvre précisément aujourd'hui l'urbain pour reprendre la notion de Lefebvre. À l'urbain dans les champs. Quelle que soit la forme à travers laquelle il se décline, l'urbain correspond à l'extension de nodosités agglomérées toujours plus grandes empiétant de façon inexorable sur des espaces auparavant identifiés au rural. C'est dire si l'urbain se caractérise, sur le plan spatial, par le recul de la campagne face à des dynamiques économiques et sociales que rien ne semble pouvoir endiguer. Ce sont des champs ou des forêts qui se trouvent encerclés ou annihilés par des zones commerciales ou des quartiers pavillonnaires nouvellement créés. De fait, l'urbain c'est l'implantation récurrente et uniforme d'une agglomération à l'autre des mêmes chaînes d'hôtels, première classe, Formule 1, étape hôtel, de jardinerie botanique, Jardiland, de restauration, Léon de Bruxelles, Buffalo Grill, McDonald's, de supermarchés du sport, Decathlon, Go Sport, Sport 2000, de Halles pour L'. Aménagement et la décoration de la maison, But, Conforama, Darty, ou encore de magasins de bricolage, Castorama, Leroy Merlin, Brico Dépôt, destinés en priorité aux habitants des quartiers pavillonnaires installés à la lisière des villes. La ville et la campagne y perdent leur identité,
leurs spécificités, pour se trouver d'une façon ou d'une autre intégrés dans une même logique de fond, l'urbanisation, sorte de nouveau léviathan qui semble décider du sort des sociétés actuelles, Marshall STB 2008. L'urbain enveloppe et intègre ce qui lui est étranger à travers une continuité du bâti qui assure de facto la jonction entre des espaces jusqu'alors clairement séparés, villes, villages, champs, forêts, rivières. De ce point de vue, la campagne est aujourd'hui intégrée dans cette urbanisation quasi continue. Le rural devient l'une des figures intérieures de l'organisation urbaine, Paco 2006, Lusso 2009. Sur le plan socioculturel, comme en effet ne pas observer combien la ville traditionnelle sort des agglomérations pour marquer de sa culture et de son empreinte des zones autrefois enfermées dans leur autarcie rurale, et combien elle met à portée des foyers ruraux des événements ponctuels tels que les festivals, le festival Les Vieilles Charrues au cœur de la campagne bretonne, le festival Jazz in Marciac organisé en Gascogne, ou encore le festival international de piano de la Roque des Enterrons dans le sud de la France, Pinson 2009. Dans le même sens, les raves, lors desquelles se regroupent des milliers de jeunes urbains au cœur de la campagne, participent également de cette pénétration, via l'automobile en l'occurrence, de l'urbain jusqu'au rural le plus reculé, Epstein et Fontaine 2006. D'une façon générale, une culture urbaine fondée sur la consommation et le développement des masses médias s'est propagée partout. À la campagne, on regarde les mêmes séries télévisées qu'en ville, on surfe sur Internet. On se déplace pour aller au fast-food le moins éloigné, on achète les mêmes jeans et on rêve des mêmes vacances que les urbains. Aussi est-il possible d'affirmer que si la ville se tenait auparavant dans une société, c'est l'inverse qui prévaut aujourd'hui car la ville et plus encore, l'urbain tiennent lieu de société, de monde et même de rapport au monde. B. L'éthique de la mobilité s'impose. Aujourd'hui, l'urbain génère plus que jamais une remise en cause de l'espace au profit du temps comme si la ville tout entière était en mouvement, Allemand et Hall, 2004. Désormais, on ne raisonne plus en nombre de kilomètres parcourus mais en temps passé dans les transports. On ne sait pas exactement quelle est la distance entre Paris et Lille, entre Montréal et Toronto, entre New York et Tokyo, mais on sait que cela correspond à 1 heure de train dans le premier cas, à 1 heure d'avion dans le deuxième et bientôt à 2 heures de vol en hypersonique dans le troisième cas. Or ce point est crucial, car ce qui est au fondement de la ville traditionnelle, c'est la spatialité, non pas comme simple forme, mais bien comme fondement de la vie sociale, comme expression de ses structures administratives et de son fonctionnement institutionnel, comme cadre de la vie individuelle et collective. La ville urbanisée est à la fois la cause et la conséquence de la mobilité. La logique d'étalement qui fait de la ville un complexe polycentrique exige de la part des urbains une compétence de mobilité, HR 1995, de sorte que cette mobilité est aujourd'hui aussi bien une pratique qu'une valeur et même un droit. Ce qui compte pour exister socialement et pour se définir identitairement, c'est moins l'ancrage territorial que la capacité à être mobile. La ville qui émerge est une ville mobile, une ville au choix, une ville polycentrique, dans laquelle se renégocie le rapport individu-territoire, Dubois-Ten et Chalat 1997. C'est la planétarisation de l'urbain. Comme l'annonçait Lefebvre, l'urbanisation a gagné l'ensemble de la planète, c'est pourquoi selon lui la problématique urbaine ne pouvait se concevoir qu'au niveau mondial. Force est d'admettre qu'aujourd'hui l'urbanisation planétaire est devenue une réalité tangible et manifeste. Virtuellement, écrivait le philosophe, elle couvre la planète en recréant la nature, annulée par l'exploitation industrielle de toutes les ressources, matérielles et humaines, par la destruction de toutes les particularités dites naturelles, Lefebvre 1970 page 220. Parce que l'urbain a vocation à se généraliser, il ne faut pas oublier qu'il créera d'importants centres décisionnels qui ne sont pas seulement des centres de décision abstraits, mais également des nœuds de pouvoir financiers, économiques, culturels. Parce que l'urbain a aussi vocation à faire exploser les limites de la ville traditionnelle, il faut s'attendre, insiste le philosophe, à ce qu'il soit à l'origine d'immenses espaces périurbains, ce qui amènera son lot de tensions à l'intérieur même de ce qu'il engendre, entre la centralité du pouvoir et les autres formes de centralité, entre le centre richesse-pouvoir et les périphéries, entre l'intégration et la ségrégation. Lefebvre 1970 page 225. 3. La périphérie influente. Aujourd'hui,
la ville traditionnelle au périmètre bien déterminé se trouve, plus que jamais, remise en cause en raison des logiques d'étalement urbain à l'origine d'un territoire périurbain situé au-delà des villes-centres, villes-mères et de leurs banlieues. La prolifération d'espaces périurbains toujours plus éloignés des centres-villes, phénomène que l'on nomme périurbanisation et qui résulte aussi bien de décisions politiques, de choix individuels que de progrès techniques, Fishman 1987, se traduit concrètement par l'implantation de territoires à vocation résidentielle, commerciale ou encore industrielle, Arnoux, Bonrandy et Gillette 2009. L'engouement pour le périurbain s'est confirmé tout au long de la seconde moitié du XXe siècle. Il s'est même accentué sous la poussée de l'élévation générale du niveau de vie et de la diffusion massive de l'automobile. La progression du tissu périurbain, qu'aux États-Unis on appelle urban sprawl ou suburban sprawl, a fini par englober dans ses mailles des bourgs ou des petites villes qui se sont équipées de services et de structures scolaires, sociales et culturelles. Garot, 1991. En France, si le rythme annuel de progression de la population des banlieues des villes a eu tendance à ralentir depuis la fin du XXe siècle, il n'en reste pas moins que la population de ces territoires a constamment progressé pendant les 40 années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, passant de près de 12 millions d'habitants en 1962 à plus de 20 millions en 2010. Marshall et Stebe, 2014. Quant au territoire périurbain à proprement parler, il regroupe aujourd'hui environ 10 millions d'habitants répartis dans plus de 10 800 communes. Même si la croissance démographique se poursuit actuellement au sein du périurbain, elle s'est considérablement affaiblie depuis plus d'une décennie au profit des villes-centres et des banlieues, Morel et Redor, 2006, Degord et Redor, 2007. Pour autant, la périurbanisation continue immanquablement à générer une artificialisation des sols, laquelle n'a cessé d'augmenter. En 2009, les espaces artificialisés et bitumisés représentent 9,4% du territoire métropolitain, alors qu'il n'était que d'environ 7% en 1993. Baccaini et Sémécurbe, 2009. À l'urbain multiplicateur de centralité. À partir du moment où la ville d'aujourd'hui a explosé et s'est éparpillée sous la pression de l'urbain, elle s'organise autour d'une multitude de centralités. Celles-ci s'inscrivent dans un processus de diffusion et prennent sens au regard de ce mouvement de progression du front urbain vers la campagne. Cette nouvelle ville urbanisée s'étend de façon horizontale, se fragmente et s'émiette, pour laisser apparaître çà et là des traces d'urbanisation toujours plus nombreuses. C'est dire si l'hypothèse de Lefebvre faisant de la centralité, incarnée par la ville historique, le siège de la centralité urbaine doit être relativisée étant donné que la centralité à l'heure de l'urbain généralisé est loin de se réduire au seul périmètre de la ville historique, même si les inégalités entre le centre et la périphérie n'ont pas totalement disparu. Pinson et Pinson-Charlot, 1989 et 2007. La Péronie, 2008, même si les processus de gentrification témoignent d'un attrait pour le centre-ville, Bidou Zakariasen, 2003. Et même si, sur un plan strictement économique, les individus continuent, dans une certaine mesure, à se déplacer pour leur travail entre centre et périphérie, Baccaini, Sémécurbe et Thomas, 2007, Berger 2004, Le Breton 2008. Les espaces périurbains ne sont plus aujourd'hui uniquement des espaces périphériques, ce sont aussi des espaces insérés dans le tissu dense de l'urbanisation, ce qui en fait des espaces urbains à part entière redéfinissant, recomposant et dupliquant du même coup la centralité de la ville-centre. À ce propos, c'est bien l'émergence de centralités périphériques attractives, dotées de sens et représentant des polarités concurrentielles pour les centres-villes, qui redessinent en profondeur les territoires et restructurent la vie urbaine depuis une trentaine d'années. D'où l'idée défendue ici qu'aujourd'hui, dans l'urbain généralisé, les habitants des lotissements pavillonnaires du périurbain, pour ne prendre que cet exemple, organisent leur quotidien, non pas à partir de la centralité, par définition matérialisée par la ville historique, telle que la définissait Lefebvre, mais à partir des centralités concrètes qui émergent un peu partout dans la société urbaine éparpillée. B. L'agglomération de Nancy, un exemple significatif de la multiplication des centralités. Le cas de l'agglomération nancéienne est tout à fait significatif à cet égard. Nos investigations empiriques sur les modes de vie des habitants des zones d'habitat périurbain situées entre 12 et 35 km de la ville-centre de Nancy montrent combien les centralités émergentes à vocation commerciale,
culturelles et éducatives, entre autres, apparaissent, au fur et à mesure de l'extension urbaine, comme des polarités centrales et incontournables de la vie quotidienne, et combien elles représentent un moteur important quant au choix de s'installer dans tel ou tel territoire. Aussi faut-il constater que la centralité historique de la ville incarnée par les rues Saint-Jean et Saint-Dizier, les places Stanislas et Saint-Èpre, est devenue une centralité parmi d'autres de l'agglomération, au regard de l'importance que revêtent aujourd'hui les zones polyfonctionnelles, commerce, emploi et loisirs d'Houdemont au sud, de Frouard-Pompey au nord, d'Essey à l'est et de Laxou à l'ouest. Ces zones représentent, depuis une vingtaine d'années, autant de centralités à la fois complémentaires et concurrentielles par rapport au centre-ville de Nancy, confère la carte ci-dessous. Carte 1, l'aire urbaine de Nancy et sa région. Source: Agence d'urbanisme de l'agglomération nancéienne et Grand Nancy 2010, 6e programme local de l'habitat durable, diagnostic 2011 à 2016. Par exemple, la recherche que nous avons réalisée sur un échantillon de communes du nord-est de l'agglomération nancéienne montre que la vie quotidienne s'organise, en grande partie, autour des polarités économico-commerciales de Frouard-Pompey et d'Essey, et non à partir de la centralité historique de Nancy. En effet, à partir des statistiques de l'INSEE et de nos propres recoupements en l'espèce, nous avons noté que 80% des 6000 ménages résidant dans l'une des 45 communes périurbaines étudiées vont faire leurs achats de fin de semaine dans l'une ou l'autre de ces zones économico-commerciales en développement depuis près de 30 ans. Pour ce qui est de la polarité en devenir de Frouard-Pompey, elle a exercé et exerce toujours un effet d'attractivité important sur les communes environnantes, dont certaines sont encore dans un décor rural. Ainsi en est-il de la commune de l'Aire à proximité de Faux, laquelle comptait 662 habitants en 1982 et près de 1000 en 2012, ou encore de celle de Clémery qui est passée de 256 habitants en 1982 à plus de 500 aujourd'hui. Les autres observations portant sur des communes situées à L' et de Nancy, davantage tournées vers la centralité d'Essey, mettent en évidence une logique similaire d'évolution démographique. À 8 km de cette polarité, la commune de Champenoux, qui accueillait 650 habitants à la fin des années 1970, en dénombre aujourd'hui 1300, soit le double. Les entretiens réalisés auprès de plus de 20 familles corroborent ces dynamiques urbaines. Combien de fois n'avons-nous pas entendu que les seules occasions de se rendre dans le cœur de Nancy incarnées par la place Stanislas correspondaient à des événements festifs. Le centre-ville, nous dit un père de famille, on y va rarement. Nous y allons surtout pour le défilé de la Saint-Nicolas, la grande braderie commerciale du printemps et la fête du 14 juillet. C'est vrai que ma femme voudrait qu'on y aille plus souvent, mais on n'a pas le temps. Elle peut de toute façon trouver tout ce qu'elle veut dans la galerie marchande de Cora, chef de ménage, 45 ans, kinésithérapeute, 2 enfants. Dans la même veine, d'autres familles préciseront qu'elles ne se rendent que rarement dans les boutiques du centre de Nancy, privilégiant celles situées dans la zone commerciale la plus proche de leur lieu de résidence. Pourquoi aller à Nancy alors que l'on a tout à proximité? Moi, vous savez, je prends la voiture de mon mari et je vais tous les mercredis et les samedis à l'hypermarché d'Essey, et j'en profite pour amener les enfants dans une pizzeria de la galerie marchande ou chez McDonald's. C'est quand même bien plus pratique et moins fatigant. Vous me voyez passer 3/4 d'heure dans ma voiture, dans les bouchons rien que pour aller à Nancy? Mère de famille, 39 ans, secrétaire à mi-temps, 2 enfants. Quant aux résultats de notre étude quantitative réalisée sur les territoires périurbains situés cette fois au sud-ouest de Nancy, ils révèlent l'importance prise par les centralités périphériques dans les modes de vie, notamment celle d'Houdemont. Sur les 7000 ménages contactés, 1292 ont répondu au questionnaire, et il en ressort que 75% d'entre eux se rendent moins de 4 fois par mois au centre de Nancy. Ces ménages qui délaissent la centralité historique déclarent pour la moitié d'entre eux, prendre en outre du plaisir à se rendre dans la vaste zone commerciale et de loisirs d'Houdemont, pour non seulement, comme nous l'entendrons souvent lors des entretiens, y faire ses courses, mais aussi pour s'y promener en famille, pour aller voir le dernier James Bond, dans le tout récent complexe cinématographique, et y faire du lèche-vitrine avec ses copines, comme le diront ces 2 adolescentes d'une famille interrogée. Ces centralités centrales versus centralité périphérique? La centralité périurbaine, constituée de tout un ensemble de centralités concrètes,
rappelle que les habitants de la périphérie mènent, à l'instar des résidents de la ville-centre, leur vie quotidienne en se référant d'une façon ou d'une autre à des nœuds de vie sociale au sens large et à des espaces bâtis densifiés. Dans ce sens, la présence de multiples centralités concrètes dispersées dans le tissu urbain n'invalide pas complètement le concept de centralité de Lefebvre qui recouvre, à travers la proximité avec le centre-ville, l'accès aux services, au commerce, aux emplois, aux loisirs, à la santé, à la culture ou encore à l'éducation. Qu'il s'agisse de la centralité du périurbain ou de la centralité du centre-ville, il est toujours question de densité de vie sociale, hôpitaux, salles de fitness, cours de tennis, culturels, cinéma, parcs de loisirs pour les enfants, économico-commercial, restaurants, boutiques, agences bancaires, hypermarchés, en un mot, d'accès aux aménités et plus largement aux avantages de la vie urbaine. Si, sur le plan spatial, il est admis que la centralité périphérique entretient des points communs, des lignes de convergence avec la centralité centrale, alors, sur le plan social, il faut admettre que la centralité périphérique puisse devenir centrale et inversement que la centralité centrale puisse devenir périphérique, c'est-à-dire secondaire dans la vie des habitants du périurbain tout particulièrement. Autrement dit, la centralité qui peut sembler de prime abord antagonique avec la périphérie, peut être dans une large mesure considérée comme l'un des supports essentiels à partir duquel se définissent et s'organisent les manières de vivre des individus souhaitant s'installer dans le périurbain. Par extension, il peut être opportun de comprendre que la centralité sert en l'occurrence d'horizon de sens donnant une assise et une justification à sa façon de vivre et donc à ses choix résidentiels. Même si Henri Lefebvre 1970, a pensé la remise en cause de la centralité historique dans un contexte d'implosion et d'explosion des villes, et a non seulement théorisé un droit à la ville, mais également un droit à produire l'espace, Lefebvre 1974, il reste que le philosophe n'a pas saisi toute la portée qu'allaient prendre les centralités périphériques qui, sur un plan social, sont loin d'être aussi périphériques que cela. En effet, les centralités périphériques ne deviendraient rien d'autre que des centralités secondaires, alors que les centralités centrales continueraient à rester des centralités principales. Pour Lefebvre, il était en effet clair que le monde urbain continuerait à être structuré selon le dualisme centre-périphérie. Le centre des villes serait réservé aux populations aisées. Il serait investi par ceux qui décident, gèrent et détiennent le pouvoir sur le devenir de la société. S'y trouveront les lieux de décision, tels que les sièges sociaux des entreprises, les banques et les grandes administrations de l'État. En d'autres termes, s'y concentreront les centres de décision, de richesse, de puissance, d'information, de connaissance, qui rejettent vers les espaces périphériques tous ceux qui ne participent pas aux privilèges politiques. Lefebvre 2000, pp 23 à 24. De son côté, la périphérie accueillera les franges les moins aisées de la population. Elle sera aussi le lieu d'implantation des usines, des entrepôts et des voies de communication. Il ne fait donc aucun doute qu'il existe des liens forts entre le centre de la ville et l'habitat des riches matérialisé par les immeubles prestigieux de type haussmannien, et qu'il existe un corollaire manifeste entre la périphérie et l'habitat des pauvres symbolisé en France notamment par les grands ensembles d'habitat social. Mais cette vision binaire radicale est devenue trop simplificatrice, du fait même de l'urbanisation. Le périurbain de Nancy, pour reprendre notre terrain d'étude, n'accueille pas seulement les franges de population les plus modestes, mais est émaillé çà et là de niches urbaines aisées synonymes d'entre-soi choisis et sélectifs. Les ménages huppés qui font le choix de vivre à distance de la centralité historique de Nancy s'installent précisément dans la périphérie parce que celle-ci propose des éléments de la centralité traditionnelle: école, commerce, services administratifs, emploi, loisirs. Références bibliographiques. Arnoux Paul, Bonrandy Emmanuel et Gillette Chantal 2009. Rural urbain, in STE accent aigu BE accent aigu Jean-Marc et Marshall Hervé sous la dire de Traité sur la ville, Paris, PUF, pp 91 à 152. HR François, 1995, Métapolis sous l'avenir des villes, Paris, Odile Jacob. Allemand Sylvain et Al, 2004, L'essence du mouvement, Paris, Belin. Baccaini Brigitte et SE accent aigu ME accent aigu Curbe François, 2009. La croissance périurbaine depuis 45 ans. Extension et densification INSEE première numéro 1240, juin, pp 1 à 4. Baccaini Brigitte,
SE accent aigu ME accent aigu Curbe François et Thomas Gwenaël, 2007. Les déplacements domicile-travail amplifiés par la périurbanisation. INSEE première numéro 1129 mars pp 1-4. Vincent Michel 2007, Cité-Ville Métropole. Le changement irréversible de la ville, Lausanne, Presse polytechnique et universitaire romande. Berger-Martine 2004, Les périurbains de Paris. De la ville dense à la métropole éclatée, Paris, CNRS. BIDOUZACHARIASEN Catherine, sous la dire de 2003. Retour en ville Paris Descartes. Choët Françoise 1994, La mort de la ville et le règne de l'urbain, in Dethier Jean et Guilleux Alain sous la dire de La ville, Art et architecture en Europe, 1873 à 1993 Paris, Centre Georges Pompidou, pp 26 à 35. Degord Arnaud et Redor Patrick, 2007. Enquête annuelle de recensement de 2004 à 2006, INSEE première numéro 1116, janvier pp 1 à 4. DUBOISTAINE Geneviève et Chalaïve sous la dire de 1997, La ville émergente, La Tour d'Aigle édition de l'Aube. Epstein Renaud et Fontaine Astrid 2006. Aller en rave, un voyage dans les marges de la ville, in Bonnet Michel et Aubertel Patrice, sous la dire de La ville aux limites de la mobilité Paris PUF pp 213 à 222. Fishman Robert 1987, Bourgeois Utopia. The Rise and Fall of Suburbia New York Basic Books. Garreau Joël 1991, Edge City, Life on the New Frontier New York Doubleday. GOTTMANN Jean, 1961, Megalopolis, The Urbanized Northeastern Seaboard of the United States, New York, The 20th Century Fund. Lapéronie Didier 2008, Ghetto urbain. Ségrégation, pauvreté, violence en France aujourd'hui Paris Robert Laffont. Le Breton Éric 2008, Domicile-travail, les salariés à bout de souffle Paris, les carnets de l'info. Lefebvre Henri 1960, Les nouveaux ensembles urbains. Un cas concret, Lac-Mourinx et les problèmes urbains de la nouvelle classe ouvrière. Revue française de sociologie, volume 2, numéro 1 janvier-mars, pp 186 à 201. Lefebvre Henri 1961, Critique de la vie quotidienne. 2. Fondement d'une sociologie de la quotidienneté Paris, l'Arche. Lefebvre Henri 1968, Le droit à la ville Paris Anthropos. Lefebvre Henri 1970, La révolution urbaine Paris Gallimard. Lefebvre Henri 1974, La production de l'espace Paris Anthropos. Lefebvre Henri 1990, La vallée de Campan. Études de sociologie rurale, Paris PUF, première édition 1963. Lefebvre Henri 2000, Espace et politique. Le droit à la ville 2 Paris, Anthropos, première édition 1973. Lefebvre Henri 2001, Du rural à l'urbain Paris, Anthropos, première édition 1970. Lévy-Jacques, 2009, Mondialisation des villes, in STE accent aigu BE accent aigu Jean-Marc et Marshall Hervé sous la dire de Traité sur la ville, Opsite, pp 667 à 721. Lusso-Michel 2007, L'homme spatial Paris Seuil. Lusso-Michel 2009, Urbain mondialisé, in STE accent aigu BE accent aigu Jean-Marc et Marshall Hervé sous la dire Traité sur la ville, Opsite, pp 723 à 771. Marshall Hervé et STE accent aigu BE accent aigu Jean-Marc 2008, La ville. Logique territoire défi Paris Ellipse. Marshall Hervé et STE accent aigu BE accent aigu Jean-Marc 2014, Les grandes questions sur la ville et l'urbain Paris PUF première édition 2011. Morel Bernard et Redor Patrick 2006, Enquête annuelle de recensement 2004 et 2005, INSEE première numéro 1058, janvier pp 1 à 4. Paco Thierry 2006, Terre urbaine. 5 défis pour le devenir urbain de la planète, Paris, la découverte. Pinson Michel et Pinson Charlot Monique, 1989, dans les beaux quartiers Paris Seuil. Pinson Michel et Pinson Charlot Monique 2007, Les ghettos du Gotha Paris Seuil. Pinson Daniel 2009, Histoire des villes, in STE accent aigu BE accent aigu Jean-Marc et Marshall Hervé sous la dire de Traité sur la ville, Opsite, pp 41 à 90. Rochefort Michel, 2001,
La menace de Monstropole, Courrier de la planète, volume 6, premier semestre numéro 66. Weber Melvin 1968, The Post-City Age, Dédalus, volume 67, numéro 4, automne pp 1091 à 1110. Weber Melvin 1996, L'urbain sans lieu ni borne, Trad FR, La Tour d'Aigle, édition de l'Aube, première édition en anglais 1964. Chapitre 2, Villes inachevées ou villes en devenir, comprendre le fait urbain en Algérie. Saïd Belgeluidoum. L'Algérie a connu, ces dernières décennies, un processus d'urbanisation qui a bouleversé ses structures sociales, la question urbaine étant au cœur des mutations de la société. 30% de la population vivait en milieu urbain en 1966, 62% en 1998 et, selon les résultats du dernier recensement général de la population et de l'habitat, plus de 70% en 2008. Alors qu'en 1962 3 villes avaient plus de 100 000 habitants, elles sont 32 en 1987 et plus de 60 aujourd'hui. 10 villes concentrent plus de 200 000 habitants. Les aires urbaines résultant des conurbations et de la densification du réseau deviennent de plus en plus nombreuses. Alors que la population générale de l'Algérie a triplé, la population urbaine a été multipliée par 10 durant cette même période, Belguidoum 2010, Belguidoum et Boudinard 2015. Un tel phénomène, à la fois massif, rapide et parfois brutal, a mobilisé différemment les sciences sociales et humaines. Particulièrement complexe dans sa genèse, dans ses manifestations comme dans ses effets, l'urbanisation est essentiellement appréhendée sous l'angle de ses effets spatiaux et de l'action publique. Sidi Boumediene et Tayeb, 1996, Benjelid, 2001. Les études urbaines sur l'Algérie sont nombreuses mais restent souvent cantonnées dans les mêmes problématiques, se focalisant sur les espaces publics collectifs, Semoubé, 2009, l'habitat informel, Souya, 2002 et 2005, les grands ensembles des apostrophes. Habitat collectif Mébirouk, Zeguiche et Boukémis, 2005, la fragmentation spatiale, approche inspirée par les travaux de Navez Bouchanine, 2003, ou encore les politiques publiques Maroum et Benjelid, 2010. Elles sont plus le fait des géographes et des urbanistes que des sociologues et des anthropologues. Plutôt perçues comme un effet inéluctable du développement économique, de l'exode rural et de la poussée démographique, Sali, 1990, la ville n'est considérée que comme cadre de vie par les études sociologiques sans en faire un objet de recherche spécifique, Madani 2002 et 2008. Si la thématique de l'habitat informel est devenue récurrente, trop souvent les travaux ne font que constater les distorsions existant entre les règles et les pratiques, entre les programmes et leur réalité, opposant parfois de manière incantatoire la ville voulue et la ville vécue, dénonçant l'impuissance de l'État à contrôler une urbanisation cause de fléaux sociaux, Semoubé, 1998, Mébirouk, Zeguiche et Boukémis, 2005. Des travaux récents ouvrent la voie à une approche différente. La ville est appréhendée sous l'angle de la confrontation de logiques contradictoires, Semouen, 2001, 2009 et 2010, Sidi Boumediene, 2002, Belguidoum 2010, et les formes urbaines sont vues comme le produit de la rencontre souvent conflictuelle entre les politiques publiques et les pratiques des citadins. Rencontre qui aboutit à des configurations diverses, allant de l'adhésion aux stratégies de détournement-retournement des programmes urbains, faisant de la ville un lieu de négociation et de compromis, Belguidoum 2010. L'objet de notre chapitre est de proposer les éléments d'une lecture des processus d'urbanisation, à partir des dynamiques sociales qui les alimentent, de poser les termes d'une analyse des rapports entre la structure sociale et la structure urbaine. Agir sur les inégalités spatiales et socio-économiques nécessite une compréhension des mécanismes de fabrication de la ville. Notre hypothèse centrale s'inscrit dans la lignée des travaux qui montrent que la ville n'est pas figée et que les tissus évoluent par transformations successives sous l'effet des dynamiques sociales. Ces tissus hétérogènes, hybrides et fragmentés ne se tournent pas forcément le dos, ils s'articulent entre eux et constituent alors la diversité de la trame urbaine participant à cette écriture qui rythme les séquences de l'espace. Ils font la ville, Lakia 2009, Semouen 2010, Safar Zitoun 2001 et 2010, Belguidoum 2010 et 2012. 1. La question urbaine en Algérie, un état des lieux. Dans les processus de fabrication de la ville,
le rôle des pouvoirs publics est central, mais pas unique. Il donne le ton aux stratégies spécifiques que les différents groupes déploient en fixant la réglementation et en mettant en œuvre divers dispositifs et de grands programmes urbains. Sidi Boumediene, 2008. Depuis l'indépendance, les pouvoirs publics n'ont eu de cesse de promouvoir des réponses rapides, partielles et ponctuelles à la forte demande sociale. Les grands programmes de logement, d'équipement, d'infrastructures et depuis peu, de villes nouvelles, sont des illustrations de ces interventions étatiques. Ces politiques publiques de développement urbain reposent sur des logiques technicistes et génèrent de nouvelles contradictions. Car cette gestion prioritaire de l'urgence, la demande de logement et les principaux équipements d'accompagnement, s'appuie sur une vision restrictive de la ville. Seuls les programmes de construction ont prévalu, alors que les questions liées à la gouvernance urbaine ont été occultées. Les tensions sociales engendrées par ces bouleversements tendent à s'exacerber, et les émeutes dans les cités dont la presse fait régulièrement état en sont l'expression. Si l'État s'efforce d'être le gardien de la légitimité urbaine en ayant affaire à la totalité de la ville, émission des droits et des règles, élaboration de plans, les populations produisent leur propre forme spatiale. Entre la règle, les plans d'urbanisme et les pratiques de transgression, les régularisations et les dérogations, la ville est le résultat d'un compromis permanent entre différentes logiques et légitimités. À rompre avec l'approche formaliste, la fascination de la ville modélisée. Si les politiques publiques sont régulièrement passées au crible par les études urbaines, c'est trop souvent en se plaçant sur le terrain de l'approche formaliste. Dans cette optique, la ville idéale et idéale, la ville modélisée, s'oppose à la ville anarchique. Une telle opposition empêche de voir qu'entre ces deux représentations, il y a la ville réelle, celle des usages et des usagers. Cette fascination de la ville modélisée, qui joue un rôle prépondérant dans nombre d'études urbaines portant sur l'Algérie, s'érige comme un obstacle à la production des connaissances. Ce type d'approche est essentiellement morphologique, et la lecture des tissus est confinée à la recherche d'une cohérence intellectuelle en décalage avec la vie réelle. Tout ce qui s'écarte du modèle est alors considéré comme dysfonctionnement, voire comme anarchie. En soubassement à cette conception, il existe l'idée que la ville historique, coloniale et précoloniale, était pensée, alors que la ville contemporaine ne le serait pas. La ville arabo-musulmane, comme la ville médiévale européenne, existe dans des modèles que nous nous efforçons de reconstruire à travers des éléments récurrents: la place, le palais, la mosquée, le marché. Mais avant d'avoir été conceptualisées par la pensée moderne, ces formes urbaines étaient d'abord des villes concrètes et réelles, traversées par leur logique d'ordre et de désordre, par leurs équilibres et leurs tensions. Rappelons-nous Ibn Battuta au XIe siècle, pris de vertige en découvrant le Caire qu'il décrivait comme une mer agitée d'hommes. Brodel, 1967, page 370. B. Ville et société, quelle approche? Penser la ville comme système social nécessite la définition des catégories qui permettront d'identifier les éléments qui la constituent et la structure. La sociologie urbaine s'est souvent heurtée à des approximations sur le contenu précis de son objet d'étude et sur le statut de la ville. De fait, les études oscillent entre l'approche qui fait de la ville le facteur structurant des pratiques sociales, Chambard-Delaux, 1960, ou celle qui la considère comme le produit direct de l'activité économique et institutionnelle, Castells, 1975. Le premier type d'approche, qui affirme le primat du territoire et de l'espace bâti sur la structure sociale, réduit la question de la socialité aux seules conditions de l'accès au logement et aux équipements. Pour le second type, la ville est le résultat d'un rapport de force où les mécanismes économiques, les marchés du foncier et de l'immobilier, jouent un rôle prédominant dans la fabrication de la ville et la distribution socio-spatiale qui en résulte. En nous appuyant sur le paradigme constructiviste, il est possible d'aborder la ville sous un autre angle permettant de saisir, dans un rapport dialectique, les pratiques sociales et le cadre spatial. Comprendre la ville, c'est d'abord la lire comme un produit sans cesse renouvelé de l'activité des agents, où ces derniers sont eux-mêmes un produit des conditions sociales et urbaines. Les individus ne sont pas des entités abstraites, et les pratiques urbaines ne peuvent se réduire à une simple agrégation d'actes et de choix individuels. Elles sont le fait de groupes sociaux dotés de capitaux économiques, politiques et symboliques, leur donnant la possibilité de mettre en œuvre des stratégies plus ou moins élaborées.
De manière générale, les différents groupes se répartissent dans la ville en fonction des mécanismes du social objectivés dans le tissu urbain, Bourdieu, 1993, en particulier dans les prix du marché foncier et immobilier, mécanisme économique. Mais d'autres facteurs de type sociologique et symbolique interviennent et agissent avec force. La ségrégation est aussi le résultat de l'interaction de comportements discriminatoires, perception de l'autre, choix du voisinage plus ou moins conscient en fonction du modèle culturel de référence, et les phénomènes de répulsion-attraction opèrent dans la distribution sociale de l'espace. C'est à partir de ce paradigme de l'analogie de la forme urbaine et des structures sociales que nous pouvons esquisser les grandes tendances de la structure urbaine de la société algérienne. 2. La ville algérienne en question. Dans un pays où la structure sociale est en pleine recomposition, l'espace urbain reflète les contradictions de la société et tendanciellement, la ville algérienne se ségrège sous l'effet de ces différents mécanismes, mais souvent de manière brouillée. La question du foncier en est une illustration. Jusqu'à la fin des années 1990, l'accès au marché foncier urbain était contrôlé par les pouvoirs publics et les collectivités locales. Les détenteurs d'un réseau de connaissances les liant à l'administration ont pu acquérir des lots à bâtir à des prix relativement faibles, leur permettant de réaliser leur stratégie résidentielle ou de les revendre au prix fort, ces terrains étant souvent bien situés dans la ville. Dans ce type de situation, le capital social, celui que l'on mobilise pour obtenir un terrain ou un logement, l'emporte sur les mécanismes purement économiques. C'est ce que nous avons analysé à Sétif et dans les villes du Bas-Sahara, Belguidoum, 1994 et 2005. La distribution des agents dans la ville a été le résultat de l'interaction entre capital social et capital économique, donnant lieu à des échanges subtils, le capital social permettant la constitution d'un patrimoine et le capital économique s'échangeant contre du relationnel et du prestige. Ce sont ces mécanismes complexes qui construisent et configurent la ville, et qui définissent tendanciellement les distances socio-spatiales entre les groupes et leurs chances inégales d'accès aux biens matériels et symboliques qui y sont offerts. Le redéploiement urbain auquel on assiste depuis le début des années 2000, avec la fin du monopole des APC, Assemblées populaires communales, sur les réserves foncières, marque le retour de logiques purement économiques. À les tissus urbains, fragmentation, juxtaposition et recomposition. Empiriquement, la ville algérienne se présente comme une juxtaposition de tissus. 3 ou 4 tissus, selon les cas, se greffent les uns aux autres. La ville précoloniale, Casbah, Médina ou Ksar, la ville coloniale, son plan orthogonal et ses îlots en damier, la ville de l'autoconstruction, qualifiée improprement d'habitat illicite, informel, spontané, précaire, et la ville planifiée, celle des programmes d'urbanisme, des zones d'habitat urbain nouvelles, des grands ensembles d'habitat collectif et des lotissements pavillonnaires. À cela, il faudrait rajouter les nouveaux tissus de la promotion immobilière privée. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.